Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous résumer et vous donner mon avis sur un article que je viens de lire qui s'appelle « 3 Ways to Change Your Mind » de Sterling Murray et qui est sorti l'année dernière en 2022. Et cet article, il détaille 3 logiques différentes pour les interventions cognitives en psychothérapie et plus spécifiquement en thérapie cognitive et comportementale. Ces 3 logiques peuvent être utiles si tu as du mal à gérer tes pensées ou alors si tu es coach ou thérapeute et que tu aides tes clients à gérer leurs pensées. Dans ces 3 logiques différentes, le but recherché va être de permettre un changement cognitif, c'est-à-dire une modification de la posture du client face à ses pensées automatiques, modification qui va viser un changement comportemental concret et qui va viser à sortir le client d'un cercle vicieux dans lequel il est actuellement coincé. Une pensée automatique, comme son nom l'indique, c'est la première idée qui te vient en tête lorsqu'il se passe un événement qui provoque quelque chose en toi. Par exemple, admettons que l'écologie me tienne à cœur et que mon projet de prendre l'avion pour partir en vacances provoque en moi la pensée que si je prends l'avion, je favorise le réchauffement climatique et que je suis une mauvaise personne. Et donc dans cette vidéo, je vais développer les 3 méthodes en question et ensuite je reviendrai sur comment traiter cette pensée selon les 3 méthodes. Les 3 logiques qu'on va développer visent donc le même objectif, mais avec des méthodes différentes, s'appuyant elles-mêmes sur des logiques différentes. Et pour les comprendre, on va avoir besoin de faire un petit peu d'épistémologie. L'épistémologie, c'est l'étude philosophique du savoir et de comment on sait que ce que l'on sait est juste et valable. Toute vérité n'en est une que si elle est considérée à l'intérieur d'un cadre de référence. Plusieurs philosophes ont discuté de cette question. On pourrait citer parmi eux Stephen Pepper et son ouvrage World Hypothesis. Et donc, dans les différentes écoles de thérapie cognitive et comportementale, le critère utilisé pour traiter les pensées n'est pas exactement le même. Dans la thérapie rationnelle émotive d'Albert Alice, c'est la cohérence interne des croyances qui va être évaluée par le thérapeute. Dans la thérapie cognitive d'Aaron Beck, ça va être la validité empirique. Et enfin, dans certaines approches de 3e vague, comme la thérapie métacognitive ou la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est l'utilité pratique de la pensée qui va être questionnée. En TCC, on considère le plus souvent qu'il y a 2 grandes catégories d'interventions cognitives. Les interventions rationalistes, qui cherchent à déterminer si la pensée est vraie et rationnelle, et les interventions contextualistes, qui cherchent à viser si la pensée est utile dans ce contexte pour aider le client à avancer vers la direction qu'il souhaite, et ce, sans se poser la question de si cette pensée est vraie et rationnelle. Mais pour aujourd'hui, on va suivre les 3 styles d'intervention décrits dans l'article, à savoir premièrement les interventions rationalistes et empiristes, qui correspondent au modèle cognitif de 2e vague des TCC, deuxièmement les interventions pragmatiques et troisièmement les interventions constructivistes, sachant que ces 2 dernières correspondent à la grande catégorie que j'ai appelée intervention contextualiste, et j'espère que jusque-là, tu arrives à me suivre. Chacun de ces types d'interventions correspond à une base épistémologique, puisque l'approche rationaliste va demander « est-ce que cette pensée est vraie en soi ?» L'approche pragmatique va questionner « est-ce que cette pensée est aidante pour le client ?» Et l'approche constructiviste va proposer « est-ce qu'il existe une autre façon de voir les choses dans cette situation ?» Et on va voir un peu plus tard qu'être bien au clair avec ces 3 bases épistémologiques peut avoir un intérêt pour les thérapeutes et les coachs pour choisir plus finement leurs interventions cognitives. Chacune de ces approches a aussi des bases philosophiques différentes. L'approche rationaliste empiriste renvoie notamment au courant stoïcien, mais aussi à d'autres auteurs comme Descartes et Spinoza notamment. L'approche pragmatique est associée à des auteurs comme William James et John Dewey. Et l'approche constructiviste puise elle aussi ses racines dans une certaine approche du stoïcisme, mais aussi dans plusieurs traditions philosophiques orientales, comme le bouddhisme, et aussi occidentales, notamment Kant et Schopenhauer. On va détailler
ces 3 approches en commençant par l'approche rationaliste empiriste. Dans cette approche, on va utiliser la logique et les preuves comme critères d'évaluation des pensées et des croyances. C'est donc ce paradigme qui est utilisé principalement dans les approches de TCC de deuxième vague, notamment chez Albert Ellis et chez Aaron Beck. Pour aider les clients à changer de point de vue à travers la logique et les preuves, on va utiliser le questionnement socratique. Le thérapeute et le client forment une équipe pour identifier et évaluer les pensées et les croyances, et on va décomposer les raisonnements, chercher les preuves, évaluer les probabilités qu'un événement se produise ou non, mais aussi pointer du doigt les biais cognitifs et les distorsions cognitives qui peuvent altérer la qualité de raisonnement du client. Et il en existe des dizaines de distorsions cognitives. On pourrait citer par exemple la pensée en tout ou rien, la surgénéralisation, l'abstraction sélective, les fausses obligations, le raisonnement émotionnel, etc. Et on va prendre l'exemple d'une cliente qui aurait la pensée suivante. Mon copain ne m'a pas embrassé hier soir en rentrant, c'est une preuve de plus qu'il ne m'aime plus. Alors là, avec une approche rationaliste, on va aider la cliente à repérer dans son raisonnement la distorsion cognitive inférence arbitraire, qui consiste à tirer des conclusions hâtives et négatives sans preuve. Donc en fait, on va chercher à réfléchir s'il est vrai à 100% que si un homme n'embrasse pas sa femme en rentrant, il ne l'aime plus, s'il y a des contre-exemples dans sa vie personnelle ou dans la vie de ses proches, quelles sont les preuves en faveur de ce raisonnement, quelles sont les preuves contre, etc. En fait, dans tous les cas, on va confronter la pensée de façon assez frontale, même si bien sûr c'est un travail d'équipe, donc il va falloir au préalable établir un climat de confiance entre le thérapeute et le client. Une autre composante de cette approche rationaliste empiriste, ça va être de tester ses croyances par des expériences comportementales, un peu comme un scientifique. On va poser sur papier les conditions de l'expérience et les résultats attendus, puis on réalise l'expérience qui va nous permettre de sortir de nos ruminations et d'évaluer si la pensée initiale était rationnelle. Le client va aussi s'entraîner entre les séances en notant ses pensées automatiques et en cherchant à les déconstruire en réutilisant les outils vus en séance. Donc ça, c'était l'approche rationaliste empiriste. Dans l'approche pragmatique maintenant, et pour aller au plus simple et en traduisant une citation de William James, ce qui est vrai, c'est ce qui fonctionne. Donc là, on est dans une toute autre logique, puisque le pragmatisme rejette l'idée de vérité universelle et va plutôt s'intéresser à la fonction de cette pensée. Certaines pensées sont rationnelles mais pas aidantes. Si un funambule dans un cirque se dit « si je tombe, je meurs », c'est probablement vrai. Sauf que si cette personne focalise son attention sur cette pensée plus que sur ce qu'elle est en train de faire, ça ne va pas l'aider si ça engendre des ruminations et une tempête d'anticipation négative. Dans une logique de thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est une thérapie de troisième vague, on pourrait poser comme question qu'est-ce qui se passe lorsque vous commencez à adhérer à cette pensée? Est-ce que ça vous aide à avancer vers ce qui est important pour vous? Ou est-ce que ça a plus tendance à vous bloquer, à vous limiter? Et bien sûr, on va évaluer si cette pensée est aidante ou non aidante selon plusieurs critères. Par exemple, en thérapie d'acceptation et d'engagement, on va distinguer l'intérêt à court terme de cette pensée, l'intérêt à long terme et l'intérêt pour s'approcher des valeurs de vie du client. Si une pensée n'est pas aidante, on va chercher à interagir différemment avec elle, notamment en utilisant la diffusion, qui va viser à prendre du recul sur elle sans chercher à la déconstruire comme on l'a vu dans l'approche rationaliste empiriste. Une autre façon d'utiliser l'approche pragmatique, c'est quand on demande au client d'évaluer les coûts et les bénéfices de sa croyance. Et ça, on l'utilise dans différentes formes de thérapie cognitive et comportementale, notamment en thérapie des schémas, pour aider le client à prendre conscience que sa croyance a été utile dans le passé, mais que peut-être aujourd'hui, elle a plus tendance à le bloquer dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour reprendre l'exemple de ma cliente de tout à l'heure, avec cette approche,
on va réfléchir si la pensée est plutôt aidante ou bloquante pour avancer vers ce qui compte pour elle. On pourrait se demander si cette pensée mon copain ne m'aime plus parce qu'il ne m'a pas embrassé hier soir en rentrant. Cette pensée-là, on va se demander si elle est plutôt aidante ou bloquante pour avancer vers ce qui compte pour elle. Et on pourrait imaginer que quand elle adhère fermement à cette pensée, elle a plus tendance à se braquer qu'à s'ouvrir avec son copain, ce qui va provoquer chez lui des réactions, peut-être de colère, de frustration, qui peuvent lui donner l'impression que la pensée en question est vraie. Ça va lui confirmer sa pensée. Cette approche pragmatique, elle est intéressante notamment parce qu'elle évite d'entrer dans des discussions sans fin entre un client et son thérapeute, dans des débats à essayer de déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ce qui en plus évidemment comprend le risque de placer le thérapeute dans la position de celui qui est censé mieux savoir ce qui est vrai ou pas. Alors que, comme tout être humain, il est sujet lui aussi à des biais cognitifs et à des distorsions cognitives. Troisièmement, l'approche constructiviste, qui ne va pas chercher à évaluer les preuves ni l'utilité de la pensée, mais va plutôt inviter le client à adopter une autre perspective sur son problème. Et en approche systémique, on dit parfois que le problème n'est pas le problème en lui-même, mais plutôt la façon qu'on a de voir le problème. Et donc dans ce cas, on va aider le client à sortir de son cadre de pensée initial pour observer sa problématique d'un autre point de vue qui sera plus sain. La méthode la plus commune, ça va être de poser des questions qui renvoient à comment quelqu'un d'autre comprendrait cette situation problématique. Et on va en général prendre un proche du client, plutôt quelqu'un de sain, de compréhensif, de compassionné. Le client peut aussi réfléchir à comment il s'y prendrait pour soutenir un de ses proches si c'était lui qui était dans cette situation dans laquelle il se trouve. On peut aussi adopter une perspective temporelle différente en demandant comment vous sentirez-vous après avoir confronté votre peur, ou alors comment auriez-vous perçu cette problématique si elle avait pris place avant cette période de déprime que vous traversez. Une autre façon encore de changer de perspective, ça va être de se décentrer de ce qui fait ruminer le client pour se recentrer sur ce qui compte vraiment et sur ce qui est en son contrôle, plutôt que sur ses ruminations et sur ce qui lui échappe. Et il y a encore d'autres façons de faire, ça va être impossible évidemment d'être exhaustif ici. De façon plus générale, tout ce qui va aider notre client à voir un échec comme un apprentissage, une souffrance comme une épreuve, ou encore une émotion désagréable comme un signal que quelque chose doit être changé, sera bon à prendre dans cette approche. Et pour reprendre toujours le même exemple de ma cliente, on pourrait chercher des explications alternatives au fait que son copain ne l'a pas embrassée en rentrant. Est-ce qu'il y a d'autres façons de l'expliquer que par le fait qu'il ne t'aime plus ? Est-ce qu'il est possible que quelque chose se soit passé dans sa journée, en lien ou pas avec toi, et qui fait qu'il serait contrarié ce soir ? Comment l'expliquerait ta meilleure amie avec le recul dont elle sait faire preuve ? Qu'est-ce que toi tu dirais à ta meilleure amie si elle te racontait la même histoire avec la même interprétation, etc., etc. Cette approche constructiviste, elle est intéressante notamment parce qu'elle vient développer chez le client la capacité à prendre de la perspective sur ses problèmes plutôt que de venir invalider une pensée problématique comme on le fait dans l'approche rationaliste empiriste. Et donc pour reprendre la pensée que j'ai évoquée au début de cette vidéo, si je prends l'avion, je favorise le réchauffement climatique et donc je suis une mauvaise personne. Avec une approche rationnelle empiriste, on va chercher à démonter chaque étape du raisonnement. À quel point prendre un avion favorise le réchauffement climatique? Est-ce que cette simple action suffit à faire de moi quelque chose de mauvais? Etc. Avec une approche pragmatique, je vais plutôt chercher à déterminer si cette pensée m'aide à avancer vers mes valeurs, notamment par exemple l'écologie. Est-ce que cette pensée elle va m'aider à avancer vers un comportement qui a du sens au niveau de ma vision de l'écologie? Ou au contraire, est-ce que ça va m'amener à ruminer, à culpabiliser, peut-être à annuler mes vacances aussi, ce qui va induire un cercle vicieux qui au final va pas du tout m'aider à m'engager vers ce qui me tient à cœur. Et enfin, avec une approche constructiviste, on va chercher d'autres façons de voir la même situation. Est-ce que cet avion va décoller de toute façon?
est-ce que mon meilleur ami, qui lui aussi est impliqué dans la cause de l'écologie, dirait de moi que je suis quelqu'un de mauvais, etc., etc. Alors en conclusion, on a vu 3 types d'interventions cognitives. Et on a vu aussi que le choix d'un type d'intervention plutôt qu'un autre est primordial, car il ne va pas viser les mêmes processus cognitifs, et certains clients, selon le contexte, seront plus réceptifs à un type d'intervention qu'à un autre. Par exemple, un client qui est très attaché à une certaine vision des relations humaines, qu'il a construit intellectuellement par une suite de propositions logiques, sera peut-être peu réceptif à une approche cognitive frontale, parce qu'il a construit ces croyances-là, et que ces croyances-là sont importantes pour son sentiment d'identité et de stabilité. Donc là, peut-être qu'il sera utile pour le thérapeute d'utiliser une approche contextuelle qui va permettre d'envisager que bien que ces croyances lui paraissent complètement fondées, elles ne sont pas aidantes et qu'il pourrait prendre suffisamment de recul avec ces croyances-là pour pouvoir envisager les choses différemment, peut-être ajouter une autre façon de voir les choses avec l'approche constructiviste par exemple. Et en fait, ces 3 types d'interventions, tous les thérapeutes et les coachs utilisent un petit peu les 3 selon le contexte, mais on n'a pas toujours l'occasion de se questionner sur les bases épistémologiques et sur les logiques sous-jacentes de ces 3 types d'interventions. Donc si vous êtes coach ou thérapeute, je vous invite pendant les prochains jours à vous questionner sur qu'est-ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous le faites. Et pourquoi peut-être vous êtes passé d'une approche à une autre de façon intuitive. Peut-être c'est parce que vous avez bien repéré que la logique que vous proposiez au départ à votre client ne lui parlait pas et ne lui permettait pas de mettre en place les changements souhaités. Voilà, donc il me reste à remercier les quelques personnes qui seront allées au bout de cette vidéo, en espérant que ça vous sera utile. Et puis je vais vous mettre en description l'article en question, 3 Ways to Change Your Mind, et aussi l'article Wikipédia sur les critères de vérité, qui sont un peu les bases épistémologiques sur lesquelles on se fonde pour pouvoir créer les différentes approches pour ces interventions cognitives. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.